Bonsoir, nous partons ce soir pour l'ancien royaume de Siam, entre la mer d'Andaman et le golfe de Thaïlande. La Thaïlande et le Cambodge, deux pays, deux royaumes qui attirent chaque année des millions de touristes. Depuis des siècles, cette partie de l'Asie est convoitée par les Occidentaux. Autrefois pour ses épices, son or, sa porcelaine, aujourd'hui pour ses plages de sable blanc, sa nature luxuriante, sa cuisine savoureuse. Un paradis des vacances pour les étrangers. Un Éden convoité mais aussi parfois menacé par le tourisme de masse. Les gens qui viennent ici veulent surtout découvrir notre mode de vie. Ils veulent aussi essayer de voir le terrain de foot flottant et la mosquée, bien sûr. La nature est vierge à 100%. On ne veut pas que les itinéraires touristiques passent par ici. La mangrove est intacte, il faut la préserver. Ici, dès qu'on parle de méduses, on a le sourire. Parce que c'est ce qui nous fait gagner de l'argent, à coup sûr. On en oublie même les piqûres. Vive le roi! Il est dans mon cœur. Rien que de parler de lui, je pleure. Pour commencer notre navigation dans l'ancien royaume de Siam, je vous emmène sur une île thaïlandaise qui vit au rythme de la lune. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Au milieu des danseurs fluo, il y a Yout, le roi du feu. Chaque nuit de pleine lune, Yout se donne en spectacle. C'est la transe, la fête, la full moon party. Je prends du plaisir avec le feu. Là, c'est encore un peu tôt, les gens ne sont pas totalement fous. C'est trop tôt. La journée, c'est bien, mais la nuit, c'est trop. Au départ, je pensais que les Européens faisaient ce genre de fête chez eux. Et puis je me suis fait des copains, je leur ai posé des questions, ils m'ont dit non, on ne fait pas ça chez nous. On ne fait pas un truc aussi délirant. Alors j'ai commencé à comprendre. Ok, ils travaillent beaucoup, c'est très dur pour eux, ils trouvent leur bonheur ici et ils peuvent y laisser toute leur souffrance. Koh Phangan. Ce nom évoque les plages de sable blanc qui entourent la petite île. Plusieurs communautés y cohabitent en douceur. Pêcheurs, moines, résidents étrangers, touristes. Et tous ces petits mondes tournent autour de la lune. Elle impose ses cycles et conditionne la vie. C'est la lune qui a guidé Yout jusqu'ici. C'est grâce à elle qu'il a trouvé du travail. Jongleur de feu la nuit, il est guide le jour. En période de pleine lune, il ne dort pas beaucoup. C'est génial d'être guide, car on travaille avec des gens heureux, vraiment heureux. Ils sont loin de chez eux, ils sont curieux, on est tous contents. C'est vraiment facile de travailler. Maintenant, on va aller au camp des éléphants, voir le spectacle des éléphants, des serpents et des crocodiles. Ensuite, on ira sur la plage de la Full Moon Party.
D'abord, un peu d'exotisme et de frissons. Ensuite, le tour des beautés de l'île, mais les touristes s'impatientent. Là-bas, il y a plein d'îles. À ma droite, c'est Koh Tao. Ensuite, on ira vers le sud. C'est là où il y a la Full Moon Party? Oui, c'est par là. On va y aller. Youth garde toujours le meilleur pour la fin. Une plage de sable blanc, a priori rien d'exceptionnel. Mais c'est la fameuse plage que tout le monde veut voir. Nous sommes à Hadrin, la plage de la Full Moon Party. Elle est longue d'1 kilomètre d'ici à là. La fête a lieu tous les 27 jours. 30 000 fêtards perdent la tête ici. Ils deviennent complètement fous. 2 jours après, il n'y a plus trace de leur passage. Cette île est active 1 semaine avant la pleine lune et 5 jours après. Un copain m'a appelé et il m'a dit « Il y a du boulot pour toi à la fête de la pleine lune de Koh Phangan ». J'ai dit « Où c'est Koh Phangan? Je n'ai jamais voyagé ». Il a dit « Viens, c'est tout ». J'ai dit « Mais je parle pas anglais ». Il a répondu « Il suffit de dire oui, non, ok ». Ici, c'est comme une autre culture, vous comprenez? Un autre pays. La Lune attire les étrangers et beaucoup décident même de s'installer. Je m'appelle Myriam, j'habitais à Genève avant, je fais des études d'ingénieur dans l'environnement. Quand j'ai terminé mes études, j'ai décidé de changer de vie et du coup j'ai pris un avion pour la Thaïlande. Donc j'avais jamais plongé avant et je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc j'ai commencé à plonger, à faire tous les cours et finalement jusqu'à maintenant arriver à ouvrir mon propre centre de plongée. J'ai quand même énormément voyagé, donc au bout d'un moment, tu as envie de te poser, de monter ton propre business et de faire fortune. L'équipe de Myriam s'active sur le port de Chaloclum. Le bateau de plongée va appareiller dans quelques minutes. Sur l'île, on vit tous au rythme de la lune, en particulier quand c'est full moon. Donc nous, on travaille à fond. C'est la semaine dans le mois où il y a le plus de touristes. Enfin, l'île est pleine. Tous les resorts sont pleins, tout est plein. C'est là où on a le plus de clients. Donc on est rythmé en fait là-dessus. C'est donc quand la lune apparaît, juste avant le crépuscule, que le bateau se met en route. C'est là que tout commence, que la plongée se prépare. On va jusqu'à Sel Rock, qui est un immense roc de granit. Il y a à peu près 50 minutes de trajet pour y arriver. Et en fait, c'est le plus beau site de plongée de tout le golfe de Thaïlande. Myriam propose à ses clients une plongée très originale. Mais pour la comprendre, il faut parler un peu technique. On va plonger chacun avec une lampe bleue et un viseur jaune. Donc en fait, une fois que ce sera complètement nuit noire, on pourra voir l'effet de la réaction chimique sur les coraux avec la lampe bleue. Et le viseur, en fait, l'idée, c'est que ça va bloquer le filtre, la lumière bleue. Et du coup, on va voir la réaction des coraux en fluorescent. Et ça, c'est les lampes. Si vous voulez vraiment profiter de tout, il faut vraiment... Je vous dis, s'il y a quelque chose à regarder, ça, je regarde, ma lampe, elle est là et je suis comme ça. Parce qu'on va chercher du macro, on va chercher tout ce qui est petit. Si vous restez longtemps sur une anémone, okay, vous allez voir les tentacules bouger et vous allez voir, il y a les toutes petites particules, le plancton qui vont s'agiter dans tous les sens et ils vont les attraper, c'est un peu comme Star Wars. À un moment, j'étais comme ça, je travaillais, mais ça bouge de partout, ça bouge de partout. C'était vraiment, vraiment fantastique.
Bouddha est venu au monde une nuit de pleine lune. C'est ce que disent les moines bouddhistes de Koh Phangan. Arrivés il y a 6 siècles, les bonzes sont les premiers habitants de l'île. Ils ont construit dans la jungle 14 temples. À l'approche de la pleine lune, les habitants viennent faire des offrandes aux moines. Olan est né ici. Pour lui, Koh Phangan est la plus spirituelle des îles thaïlandaises. Cette île est l'île de l'énergie. L'énergie de la bonté, l'énergie de l'amour, l'énergie de la nature et l'énergie de la population. Tout ceci est merveilleux. Mais cette île possède aussi l'énergie de la lune. Et tous les 27 jours, on célèbre la naissance de Bouddha. Le Bouddha dit que le jour de la pleine lune, les bonzes doivent se réunir pour étudier la philosophie bouddhiste. Les laïcs se joignent à eux pour parler de la philosophie. Ainsi, ils apprennent à mieux se connaître. Cet après-midi, 2000 personnes assistent aux funérailles d'un bonze que les habitants de Koh Phangan aimaient beaucoup. La population locale est venue lui rendre hommage. Je m'appelle Pong. Je suis pêcheur et je fais de la pêche artisanale. Aujourd'hui, j'assiste aux funérailles du maître Sutatam Mapirom. Ce moine est vénéré par tous les habitants de l'île. J'étais son élève, il m'a beaucoup appris. Pong aussi travaille la nuit, mais la lune lui fait de la concurrence. Pong a besoin d'obscurité pour faire une bonne pêche. Quand la nuit est bien noire, les lumières du bord attirent les calamars dans les filets. Mais le piège ne fonctionne pas quand les rayons de la pleine lune éclairent toute la mer. Pong tente une dernière sortie. Là, on est juste avant la pleine lune. Demain, on va s'arrêter de pêcher pendant une semaine. On va attendre la décroissance de la lune et puis on reprendra la pêche pendant 20 jours d'affilée. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de calamars. On a très peu de chances de faire une bonne pêche. Regardez, il n'y en a que 2 ou 3. Il n'y a rien en période de pleine lune. Pong a amarré son bateau. Il va pouvoir se reposer quelques jours. La folie qui va bientôt s'emparer de l'île ne change rien à ses habitudes. Il vit comme il l'a toujours fait. Avant, sur l'île, il n'y avait rien. Il n'y avait que les métiers de la pêche et la culture de noix de coco. La pêche surtout.
Depuis que la fête de la pleine lune existe, j'y suis allé quelques fois. J'ai trouvé ça marrant, il y a beaucoup d'étrangers, ils ont l'air de bien s'amuser. On a toujours la possibilité d'y aller, mais nous préférons rester à la maison. 7 heures du matin, les premiers ferries arrivent, attirés par la lune magnétique. C'est parti pour une folle journée. Les fêtards débarquent par milliers, ils viennent du monde entier. J'ai lu il y a 2 semaines, c'est la meilleure fête du monde et il fallait y être. La bonne musique, plein de gens, tout le monde se parle, tout le monde rigole ensemble. Il n'y a pas de frontières, pas de limites et c'est ce qu'on aime. Au milieu des danseurs fluo, Yout, le roi du feu, est là bien sûr, au cœur de la transe, de la fête, de la Full Moon Party. Et là-haut dans le ciel, la reine de la nuit contemple ses sujets qui dansent en son nom. Les agences de voyage vendent souvent les plages de sable blanc, les cocotiers, le paradis. Oui, mais à quel prix? Au Cambodge, le littoral est devenu en quelques années une cible de choix pour les promoteurs immobiliers. Alors il y a la carte postale que l'on vend aux touristes, mais il y a aussi l'envers du décor dans lequel nous avons rencontré Soclip. Les enfants, vite, habillez-vous. Soclip a 14 ans et une envie farouche de réussir à l'école. Même si pour y aller, c'est devenu très compliqué. Toute la famille doit se lever avant l'aube, bien avant l'ouverture des classes, pour prendre la mer. Allez, embarquez. Sa maman est toujours inquiète. Et c'est papa qui conduit. Quand le vent et les vagues s'en mêlent, la traversée devient périlleuse sur un si petit bateau. Pas le choix, leur nouvelle école se trouve désormais sur cette île, Kosdak. Ça fait presque 4 ans que j'ai changé d'école. Car il n'y avait plus de professeurs. On les a expulsés. Et on nous a mis la pression à nous aussi pour quitter mon village à cause de la décision du gouvernement. Alors je viens à Kosdak pour étudier. Ironie du sort, Soclip doit remercier chaque matin ce gouvernement cambodgien qui l'a privé d'école. C'est la plus âgée des élèves. L'adolescente a dû attendre longtemps avant de retrouver une place ici. Studieuse, elle tente de rattraper son retard scolaire.
Tout ça parce que Soklirp a la malchance d'habiter dans un environnement paradisiaque. Cette côte, bien trop jolie, sertie d'îles désertes à quelques encablures de son village, est aujourd'hui en sursis, menacée par l'afflux des promoteurs. Avec sa vue imprenable sur la mer, le petit village de l'adolescente attise les convoitises. Il y a 8 ans, le gouvernement cambodgien l'a cédé à un consortium chinois, sans se préoccuper des habitants qui vivent là, oubliés de tous, comme Soklirp. J'ai perdu 4 ans de scolarité. Je ne sais pas si nos premiers ministres, Hun Sen, pensent aux citoyens, mais ils ne pensent pas du tout à nous, les enfants de villageois, qui perdent ainsi des années d'études. Ils gâchent notre vie et notre temps. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. 500 élèves étudiaient dans cette école. Quand je reviens dans mon ancienne classe, ça me fait mal au cœur, car tout a changé. Avant, j'entendais les voix de mes amis qui m'appelaient pour jouer. Maintenant, je n'entends plus que le silence dans cette classe déserte. Et je n'ai plus aucune amie pour jouer avec moi. Là, vous voyez ce manguier? On s'asseyait pour faire nos devoirs ensemble et discuter. Ce n'est plus très marrant de vivre ici. Village de pêcheurs désertés, plus d'écoles, plus de lieux de culte. Chassés de leurs pagodes, les bonzes, comme les instituteurs, ont dû aller voir ailleurs. Des 276 familles qui vivaient ici, seules 24 sont restées. Accrochées à ce littoral, longtemps déshérité, dont aujourd'hui une compagnie veut faire une riviera. Ça, c'est pour protester contre la compagnie chinoise, pour dire qu'elle ne nous chasse pas et ne brûle pas nos maisons. Ceux qui résistent, comme la famille de Soklirp, sont aujourd'hui menacés d'expulsion. Les autres sont partis de leur plein gré, attirés par les promesses des promoteurs. Avant, c'était la maison de mes voisins. Mais maintenant, ils ont suivi leurs parents pour aller vivre dans un autre village. Ils me manquent. Je ne sais pas s'ils pensent à moi. Chef de la communauté, le père de Soklirp veut nous montrer l'avancée des envahisseurs. Son village est cerné de tous côtés par des constructions de béton. Ici, le consortium chinois veut faire le plus grand site touristique d'Asie du Sud-Est. Ici, c'est le port de la société chinoise qui a reçu la concession du gouvernement. Ils ont commencé à construire en 2011, il y a 4 ans. Tout vient de Chine. Ces piliers en fer, les barges sont venues de Chine. Même le ciment vient de leur société. Au milieu de ce parc national, une route démesurée, construite en prévision de l'afflux des bus de touristes asiatiques. Avant, c'était les rizières des villageois. Ils les ont cultivées pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en servir. Et ça parce que la société chinoise a tout inondé pour construire ce barrage très profond. Et arroser ce golfe flambant neuf, alimenté en eau courante et électricité, cet hôtel 5 étoiles, en attendant une marina, un aéroport, des centres commerciaux, des casinos. Un projet pharaonique de 5 milliards de dollars qui sera terminé dans 25 ans. En résumé, nous sommes très choqués à cause de cette société qui vient détruire nos terres avec leurs machines. C'est lamentable. Pas de justice pour les gens comme nous, les citoyens. D'ailleurs, il veut nous montrer dans quelles conditions ses voisins ont été relogés. Encore plus loin, à 10 km du littoral, dans ces maisons éparpillées de chaque côté de la route.
La plupart semblent inhabités. Étranges. Il vivait avec nous dans mon village, mais il a été relogé ici, avec toute sa famille. Grand propriétaire terrien, Andaravut possédait 2 maisons et 11 hectares de rizières. Dis donc, ton toit s'est envolé. Tout est cassé, tout s'écroule. Cette maison, je l'ai échangée contre mes maisons et mes champs. Quand il pleut, l'eau coule à l'intérieur. Ah oui, tout est mouillé. Tu ne peux pas y vivre avec ta famille. Regarde, il suffit de mettre mes doigts et tout s'effrite. C'est ça leur échange, une maison pourrie comme ça? Ça, c'est une maison chinoise. Même la fenêtre s'écroule. Impossible d'y habiter. Attention, elle va lui tomber sur la tête. Avec ce bateau, je pouvais aller chercher des crabes, des coquillages, du poisson. C'était facile parce que nous étions à côté de la mer. Maintenant, ce bateau est inutile. Ils nous ont proposé 5200 $ pour 5 hectares, mais ça ne vaut pas mes arbres fruitiers. Et si vous refusez, vous n'avez rien. L'argent s'est vite envolé pour replanter des arbres et payer les études de ses 6 enfants. La société chinoise nous a promis des infrastructures correctes, une pagode, une école, un canal pour ceux qui ont des bateaux pour aller à la mer, des champs pour ceux qui ont des bœufs. Et c'est où tout ça? Il n'y a rien. Reste le sentiment de s'être fait flouer. Une vie dans un village sans âme, loin de la mer. Les enfants, allez vous changer. Le père de Soklirp, lui, n'a pas cédé aux sirènes de l'argent. Et où tu vas? Viens t'asseoir à côté de ta grande sœur. Donne à manger au petit. Tout le monde aime le développement. On est tous contents d'avoir de bonnes routes. Mais si je reste ici, si je lutte pour vivre ici, c'est pour pouvoir nourrir ma famille. Oui. Ici, il y a toujours du poisson pour nous nourrir. Là-bas, il n'y a rien. Pour améliorer leur quotidien, il emmène aussi ses touristes cambodgiens découvrir son Éden. Longtemps oublié des habitants du royaume à cause de la dictature des Khmers rouges, cette côte sauvage, ces îles paradisiaques, attirent aujourd'hui des millions de voyageurs par an et de plus en plus d'investisseurs. Plus de la moitié des 76 îles du Cambodge sont réservées aux compagnies privées. Des Chinois, mais aussi des Australiens, des Français, des Russes. Le gouvernement est prêt à tout pour faire entrer leurs devises. L'appétit des promoteurs ne rencontre aucune limite. Au sud du pays, ce pont de 3 km mène à l'île aux serpents. Cette île a incarné l'Eldorado. Renommé Kiev Island par un milliardaire russe, il rêve d'y construire une ville avec aéroport et casino à gogo. Spéculation, crise financière ou peut-être trop de serpents. Une seule chose est sûre, l'île est morte, interdite d'accès aux Cambodgiens. Cela n'empêche pas d'autres projets de naître. À une demi-heure de bateau de l'île aux serpents, ce richissime homme d'affaires représente la plus puissante compagnie du Cambodge. Grâce à un bail de 99 ans accordé par le gouvernement, Royal Group peut transformer irrémédiablement cette île superbe, Koh Rong, 43 km de plage de sable blanc. Pour avoir la concession, nous n'avons eu aucune difficulté, parce que le gouvernement a besoin d'investisseurs
pour venir développer l'île. Les temples d'Angkor et l'île préservée. Royal Group vend du rêve pour appâter d'autres investisseurs. Le message est clair, très clair. Bienvenue au paradis pour les riches étrangers, mais pas pour les Cambodgiens. The Koh Rong story is just beginning. You too can be part of the vision. Become a part of Asia's most exciting resort island development. Koh Rong, paradise forever. Star des émissions de télé-réalité, cette plage est célèbre dans le monde entier. 7 km, immaculée, dont l'investisseur compte rentabiliser le moindre centimètre carré. Là, c'est l'hôtel 5 étoiles en construction, sur une superficie de plus de 5 hectares. Nous enchaînerons les autres hôtels tout au long de la plage. Et derrière les hôtels, on fera un golf et un aéroport international. Là-bas, derrière, au centre de l'île. Et au bout de cette plage sublime, ce port pour accueillir des navires de croisière de plus de 1000 passagers. C'est la route là-bas? Oui, oui. Une route circulaire, goudronnée, au cœur de l'une des dernières forêts tropicales du Cambodge, encore intacte. Une richesse du pays. Le puissant Chun Bunta est mal à l'aise. Enlève-moi toutes ces racines. Ne touche pas cet arbre. Ne touche pas cet arbre. Arrête. Arrête. N'avance plus. Recule. Vous n'avez pas l'impression de détruire la forêt? Actuellement, nous travaillons avec les autorités de la province et la police pour protéger l'environnement sur cette île. Nous collaborons tous ensemble pour préserver et protéger la biodiversité et la forêt. À 5 minutes de bateau, voici ce qui pour lui nuit gravement à l'environnement. Notre gouvernement a décidé que la population quitterait cette plage sur 50 à 70 mètres pour laisser la place aux touristes. À l'avenir, il faut qu'ils déménagent. On éliminera les maisons, les pontons sur la mer, ils abîment l'environnement et nuisent à la biodiversité. Cette population menacée d'expulsion, ce sont ces pêcheurs pauvres. Attirés par l'odeur des dollars, ils tentent, eux aussi, de profiter du tourisme. Ils construisent parfois en une nuit commerces, hôtels, restaurants, sans permis ni égout. Il y a 4 ans, il n'y avait ici qu'une poignée de cabanons. Les affaires marchent bien. Chai gagne 3 fois plus que lorsqu'il était pêcheur. Avec mes économies, j'ai aussi ouvert une guest house. Je gagne $600 par mois, sans compter les revenus du restaurant. Chaque jour, un balai incessant de ferries débarque des hordes de routards. Ils viennent ici jouer les Robinson et faire la fête. Ce n'est pas le cas de Sotiri. Avec l'Association des droits de l'homme du Cambodge, cette passionnariat défend les plus démunis contre les abus des promoteurs. Vous pouvez nous défendre? Pour garder vos terrains? Bien sûr, c'est possible.
Mais la population a des difficultés pour porter plainte parce qu'ils sont très puissants. En fait, on a peur de perdre. Pas si vous prouvez que vous occupez vos terrains depuis 10 ou 20 ans. Mais tous les terrains qui rapportent appartiennent au gouvernement et donc aux sociétés privées, non? Là, on va voir ça. Les propriétaires ont appelé à la rescousse cette ancienne professeure de droit. Ils espèrent qu'elle pourra soutenir leur plainte contre le promoteur Royal Group. Nous sommes là depuis longtemps, on avait les mains vides au départ. On a tout investi, construit petit à petit pour avoir tout ça, et là, on veut nous chasser tout d'un coup. C'est très injuste. Tous sont inquiets. La juriste tente de les rassurer. Si les Khmers rouges ont supprimé le cadastre officiel, une loi a bien été votée à la fin des années de dictature. Tout citoyen qui occupe un terrain depuis plus de 5 ans en devient propriétaire. Les policiers rôdent. Au service du plus fort, ils prennent des photos des plaignants. Tous les jours, j'ai très peur. Parce que depuis plusieurs mois, Royal Group nous menace. Ils veulent nous reloger à un autre endroit. Mais nous voulons rester là où nous sommes actuellement. Qu'on nous laisse en paix. On ne partira pas. Pas question. Ils nous chassent. Ils veulent nous repousser plus loin, à 50 mètres de la plage. Est-ce que vous avez les papiers qui délimitent vos terres? Allez les chercher. Tous, hein. Ça, c'est la preuve. Ce papier permet de dire depuis quand vous êtes là. Grâce à lui, vous pourrez avoir le titre de propriété. Malgré la présence de la police, des menaces de mort, rien n'arrête Sotiri quand elle est en colère. Considérer cette population comme des squatteurs la met hors d'elle. S'ils n'avaient pas le droit de vivre sur ce terrain, pourquoi ne pas avoir pris des mesures dès le début? On les laisse faire, construire leur habitation pendant des années sans rien dire. Les autorités le savaient. Les chefs du quartier du village ont bien vu. Ils sont au courant de leur installation depuis le début. Leurs maisons leur ont coûté. Alors pourquoi les chasser maintenant? Perdu à l'extrême nord-est de l'île, ce village flottant semble très loin de ces conflits d'intérêts. Preksvai n'est accessible que par la mer. Pas un touriste, un havre de paix. « 670 habitants, quelques cultures et la mer pour seule ressource. La survie de la femme et des 3 enfants de Siang en dépend. Il part plusieurs fois par jour. Là, il a vu que les autres rentraient avec du poisson et pas lui, alors il est reparti. Hier, il est parti au crépuscule à 19h et il est rentré à 5h du matin. À peine arrivé, il repart. Juste en face du village, voici les premières îles privées du Cambodge. Propriété d'un couple d'Australiens, cette armada de luxueuses villas empiète sur le domaine maritime public. Avant leur construction, Siang venait y pêcher. Ils ne nous laissent pas approcher leurs clients. Ils ne veulent pas qu'on les dérange, parce que ce sont des clients haut de gamme. C'est interdit de s'approcher à moins de 200 mètres tout autour de l'île. Siang a pourtant construit les pontons et la salle de gymnastique.
Ça a changé. Avant, j'ai fait plein de petits boulots pour eux. Depuis l'arrivée des touristes, ils exigent des gens avec des compétences plus élevées. Le personnel doit parler des langues étrangères. Nous, les villageois, on ne les parle pas. On ne leur est plus utile. Alors Siang est retourné à la mer et à sa vie précaire. Ces cailloux, ils se vendent 1 € le kilo. À ce prix-là, ces clams ne suffiront pas à acheter un nouveau bateau, plus sûr que ces planches clouées sur du polystyrène. Chaque jour est un défi. Mes enfants vont à l'école tous les jours. Je souhaite qu'ils parlent anglais. Ce sera plus facile pour trouver du travail. S'ils font comme moi, leur vie sera trop difficile. Je n'ai pas de revenu fixe. Le tourisme est une manne inespérée dont tous aimeraient profiter pour s'extraire de la pauvreté ou pour faire des affaires en or. À l'épicerie du coin, les femmes ne sont pas dupes de la part du gâteau qui leur sera réservé. Les touristes, ça pourrait être bien. Ils ont de l'argent, ils font des achats. Des touristes? Où ça? C'est la première fois que j'en vois. Avant, mes enfants travaillaient en Thaïlande. Ils vont y retourner quand ils auront un nouveau visa. Il faut avoir du piston pour être embauché dans cet hôtel de luxe. Sinon, il faut partir loin. Ce que je demande, c'est qu'avant d'aller recruter les gens ailleurs, il faut d'abord embaucher les gens du village. On aura de quoi manger avec le travail. Dans l'île privée, il y en a qui peuvent travailler et d'autres non. Quel avenir pour ces enfants de pêcheurs? Pourront-ils travailler dans cet hôtel à 2000 $ la nuit? Combien de parents pourront leur offrir des études supérieures? À l'autre bout de l'île, Sotiri a une réponse. Le gouvernement considère le secteur touristique comme une priorité. Je pose une seule question au gouvernement. Les revenus qu'il reçoit du développement, est-ce qu'il les partage avec les villageois qui vivent sur place? Retour au nord du Cambodge, dans le village de Soklirp. Révoltée, elle aussi, par toutes ces injustices, l'adolescente a trouvé sa vocation. J'aimerais être avocate pour défendre les droits de l'homme. Je veux rendre la justice aux populations qui sont des victimes, comme les habitants de mon village qui ont été délogés. Je ne suis pas sûre de réussir, mais c'est mon rêve. Bientôt, la mauvaise saison les empêchera de passer. Tous ces enfants seront privés d'école pendant 3 mois. Peu de chance que le gouvernement s'en soucie, trop occupé à vendre les derniers joyaux du Cambodge.
Soklir pourra peut-être espérer un jour vivre en harmonie entre un tourisme raisonné et une nature préservée. À Koh Phanny, en Thaïlande, vous ne verrez pas de complexe hôtelier, mais un village flottant authentique qui connaît un immense succès grâce à son cadre exceptionnel et à son histoire unique. C'est un défi lancé par une poignée d'adolescents. Une histoire qu'on se passe et qu'on se repasse, toujours avec le même bonheur, le soir dans les cafés. Cette histoire, c'est la leur. C'était très amusant le tournage. J'ai pris du plaisir à jouer. Cette année-là, je travaillais à Phuket, alors je n'ai pas pu tourner dans le film. Je regrette parce que l'équipe a participé de nouveau au championnat régional. Mais malheureusement, je ne pouvais pas prendre de congé. Voici donc l'histoire d'une équipe de foot qui a changé le destin d'une île. Nous avions enfin notre terrain pour pouvoir jouer. Il était un peu branlant, irrégulier et les clous dépassaient de partout. Le ballon tombait souvent dans l'eau. Et moi aussi. Il y a eu beaucoup d'étrangers. Il y a d'abord eu ceux du film, sur l'aventure du terrain de foot flottant. Après, même les Japonais sont venus faire des reportages sur cette histoire. Koh Phanny est situé dans le parc national de Phang Nga. 400 km² d'une nature préservée. L'un des sites les plus courus du sud de la Thaïlande. Hoot est l'un des gardiens du parc. Tous les matins à 6 h, il débute sa ronde. Les gens de Phanny ont de la chance. C'est une communauté de pêcheurs très ancienne. Ils ont donc eu le droit de rester là après l'inauguration du parc en 1981. Il y a beaucoup de touristes qui viennent et les habitants gagnent bien leur vie grâce à ça. À cette heure matinale, Hoot est l'un des rares privilégiés à pouvoir contempler les merveilles de la nature qui l'entoure. Protégée par la création du parc, la petite île de Koh Phanny est devenue l'un des centres d'attraction touristique les plus prospères du pays. Ici, les habitants n'ont pas l'angoisse du lendemain. Le football est devenu une passion que tout le monde partage. À commencer par Hoot, le ranger. Je suis de Katchaburi, sur le continent, mais je viens ici souvent jouer au football. Ça crée du lien entre les agents du parc et cette communauté. Mohamed fait partie de ces jeunes à l'origine de la première équipe d'il y a 30 ans. Il était arrière droit. À 44 ans, il est toujours aussi fier de ses exploits. À mon époque, l'équipe a été championne 3 années de suite. C'est donc nous qui représentions la province dans toutes les compétitions régionales. Le Phanny Football Club est devenu une véritable légende dès lors qu'on a disposé d'un terrain de foot flottant. Un jour, nous nous sommes inscrits à un championnat de foot.
On ne savait pas que tous les habitants du village nous soutenaient. Très vite, on a compris que notre jeu de jambes était bien meilleur grâce aux clous qu'on savait éviter sur notre terrain. Et que les buts ici étaient beaucoup plus grands. Mais ce jour-là, il a plu et nos adversaires avaient un titre de champion. Nos chaussures étaient pleines d'eau. Ça nous ralentissait beaucoup. L'autre équipe menait 2-0 à la mi-temps. On ne savait plus comment faire. À l'époque, on n'avait jamais joué avec des chaussures à crampons. On jouait pieds nus ici. Nous n'avions que les bancs de sable pour nous entraîner. Et on ne pouvait en profiter qu'à marée basse en plus. Des bancs de sable comme ceux qui sont là-bas. Jouer sur le sable, ça n'abîme pas les articulations. Ça amortit les chocs. On contrôle mieux le ballon en jouant pieds nus. Cette botte secrète allait tout changer. On a décidé de jouer à notre façon, sans chaussures. Les adversaires ne dominaient plus. On jouait de mieux en mieux. On a remonté le score et on a fini sur le podium. Les nouveaux dieux du stade venaient d'écrire un des glorieux chapitres de la longue histoire de leur île. Une histoire qui jusque-là tournait plutôt autour de la pêche et de la religion. Longtemps, les populations bouddhistes du continent ont préféré voir les nouveaux venus s'installer sur les îles au large plutôt que sur la terre ferme. Mais la communauté de Pani, tenue ainsi à l'écart, a conservé son identité. Et elle continue de vivre au rythme des prières. Ici, c'est l'imam qui règle la vie au quotidien et conserve la mémoire de l'île. L'origine de ce village remonte à l'arrivée des pionniers indonésiens il y a 200 ans environ. Ils ont migré depuis les îles indonésiennes. Ils étaient 3 pêcheurs au début. Ils sont venus prospecter voir si la mer était poissonneuse par ici. Désormais, si quelqu'un veut venir s'installer, il doit avoir un lien de parenté avec un habitant de l'île. Les bouddhistes doivent d'abord se convertir à l'islam et épouser quelqu'un d'ici. Ils doivent aussi trouver un travail sur place. Ces derniers temps, ce n'est pas le travail qui manque à Pani. Tous les midis, 3 à 4 000 touristes débarquent, le temps d'un repas. Muhammad, l'ancien joueur du Pani Football Club, est à la réception. 6 restaurants se disputent la précieuse manne. Écoutez bien, votre attention s'il vous plaît. Pas de whisky, pas d'alcool. Si vous vous faites prendre, l'amende sera de 125 € par personne. Aujourd'hui, on a entre 4 et 500 clients. C'est pas mal. Les gens qui viennent ici veulent surtout découvrir notre mode de vie. Ils veulent aussi essayer de voir le terrain de foot flottant et la mosquée, bien sûr. Le fils de Muhammad et son neveu travaillent en cuisine. Des journées bien remplies, surtout quand il faut assurer l'entraînement le soir. Je pense qu'un jour, je lèguerai ce restaurant en héritage à mon fils.
Ce serait bien qu'il prenne ma suite. Pour l'instant, je lui laisse encore du temps pour s'entraîner. Mais je pense malheureusement que c'est trop tard pour qu'il devienne un joueur professionnel. Quelle que soit la journée de travail, il faut entretenir le mythe. Mais ce terrain ne suffit plus. Le véritable entraînement, c'est à plus de 40 km de là, lorsque le bateau de Hood, le Ranger, va pouvoir les conduire jusqu'à Krabi, la grande ville voisine. Une fois par semaine, ils se retrouvent ici pour jouer sur une surface réglementaire, 2 fois plus grande qu'à Pagny. Pichat, le gardien de but, retrouve de vraies cages. Lui qui rêvait de jouer dans le film, mais qui n'avait pu se libérer à temps, rêve toujours de victoire. À Kopani, la journée commence en douceur. Pichat, le gardien de but passionné de football, a trouvé le travail idéal qui lui permet de vivre sur son île, à son rythme. Tous les jours, retrouvailles vers 9 h avec les copains pour un solide petit déjeuner. En ce moment, le problème c'est qu'on ne s'entraîne pas assez. On travaille tous sur des lieux différents. L'activité touristique et les horaires de travail laissent de moins en moins de liberté aux joueurs. Pichat, par chance, travaille à seulement quelques kilomètres de chez lui. Cette chance, il la doit non pas au football, mais à un autre mythe local. Dans les années 70, bien avant que l'histoire des footballeurs de Pagny n'attire les vagues de touristes, un héros planétaire avait choisi ce cadre, unique au monde pour ses aventures. Monsieur Bond, I am Nick Nut. Monsieur Scaramanga will welcome you personally. L'ombre de Scaramanga n'est jamais très loin de ce rocher. Ici, un mythe chasse l'autre pour le plus grand bonheur des touristes. Rapproche-toi un peu. Rapproche-toi, ça va être ton tour. Embarquement, 11h10. On a 70 rameurs par jour et 8 à 900 clients environ. Les rameurs, qui prennent en charge les touristes, sont tous des gars du coin. Pichat, avec son dossard 132, va enchaîner les balades. C'est lui qui décidera de poursuivre ou d'arrêter. Ici, il n'y a pas de contrôle des heures d'arrivée et de départ. Personne ne pointe. Ce n'est pas comme ailleurs où tout est contrôlé. On vient quand on veut et il n'y a pas de patron pour râler. C'est super zen. Il n'y a pas de stress, on est dans la nature.
Si je reste chez moi, je n'ai rien de particulier à faire, alors qu'ici, il se passe toujours quelque chose. La plupart des touristes sont des Chinois, et c'est un peu comme ça tous les jours. Dans le parc national de Phang Nga, il y a ceux qui ont décroché le gros lot parce qu'un jour un film à succès a braqué les projecteurs sur eux. Et puis il y a ceux qui sont restés dans l'ombre, ceux que vous ne verrez jamais. Seuls Hoot le ranger et quelques pêcheurs ont le droit de circuler dans cette autre partie du parc. Nous sommes au milieu de la mangrove, à seulement quelques kilomètres de Koh Phanhi, et un autre village se cache là, Khao Machu. Les habitants de ce village ne font pas de football. Ils n'ont aménagé aucun terrain. Ils font de la pêche et des petits boulots, ou bien ils conduisent les bateaux de touristes du côté de Kassom. Et il y en a d'autres qui pêchent du crabe noir. Les 200 habitants de Khao Machu s'occupent des plantations d'EVA tout autour du village. Une activité florissante par le passé, mais qui ne rapporte presque plus rien aujourd'hui. Supani et son mari Lamon n'ont d'autre choix que de travailler ici tous les jours. Le propriétaire de cette plantation habite Koh Phanhi. Je n'ai pas d'EVA, moi. Je fais juste les saigner. Ici, nous sommes sur une concession qui date d'avant la création du parc. On ne peut rien planter depuis. Les autorités du parc freinent tout développement. Les filets de pêche sont interdits et le village n'est pas raccordé au réseau électrique. La corvée de course est quotidienne. Je n'ai pas de frigo, alors il faut que j'achète de la glace en ville pour ma glacière. Les 200 habitants de Khao Machu, c'est un peu l'image de Koh Phanhi il y a quelques dizaines d'années, avant que ne déferle la vague des touristes en quête d'exotisme. Le village est hospitalier. Et le ranger de passage sera toujours reçu à la table familiale, comme le serait un proche ou un ami. Où est-ce que vous avez posé les nasses? Juste à côté de la colline, là où il y a les banians. On va y retourner vers 15 h à marée basse. Je viens ici souvent. Je dois faire une tournée quotidienne et ce village est sur mon parcours. À côté, il y a la grotte de Tam Lod et je viens discuter avec eux de la préservation de l'environnement dans cette partie du parc. Moi, je voudrais bien voir des touristes par ici. Personne ne connaît ce coin. Mais personne ne fait de publicité sur nous. Ce village, les touristes n'y viennent pas encore. Ici, la nature est vierge à 100%. On ne veut pas que les itinéraires touristiques passent par ici. La mangrove est intacte, il faut la préserver. L'heure de la marée basse approche. Lamon et Supani vont relever leurs nasses et poser au passage quelques pièges à crabes supplémentaires.
L'activité principale pour le couple, ce sont ces crabes noirs qu'ils revendront au restaurant de Koh Phangan. Le grand canal qui relie les îles du parc à la terre ferme est juste à la limite de leur zone de pêche. Tous ces bateaux qui passent vont à Koh Phangan. Ils emmènent aussi les touristes faire du kayak. L'Eldorado du tourisme local est tout près, mais il reste un mirage inaccessible. C'est très difficile autour de chez nous. Les ressources deviennent rares. Koh Phangan, c'est un village touristique. Les gens vivent du commerce là-bas. Ils peuvent se passer des ressources naturelles. La vie quotidienne ici tourne autour de la pêche des poissons et des crabes. Mais pour vivre, même si c'est au jour le jour, on a quand même besoin d'acheter du riz. Rien pour les uns, ou presque, tout pour les autres. La journée se poursuit sur l'île Prospère. Après le repas au restaurant, c'est l'heure du shopping. Des dizaines de petites boutiques qui font vivre des centaines de familles. Le business est partout, surtout chez Mohamed, l'artisan des premières victoires. À l'époque où j'ai commencé à jouer au foot, c'est sûr, je ne pensais vraiment pas un jour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. La passion du foot est partout présente à Koh Phangan. Aujourd'hui, les bancs de sable sur lesquels s'entraînait Mohamed ont fait place à 3 terrains. Le terrain flottant des débuts, pour entretenir le mythe. Le terrain sur pilotis, 2 fois plus petit qu'un terrain normal. Et un peu plus loin, le terrain réservé aux élèves de l'école, 4 fois plus petit. Des surfaces à échelle réduite qui n'ont pas empêché l'équipe locale de renouer avec le succès. Entre 2004 et 2010, le Pagny Football Club a remporté 7 victoires régionales. Les héros ne manquent pas ici. Chacun s'applique à cultiver les mythes pour qu'ils se perpétuent et que le succès de l'île soit toujours au rendez-vous. Ce qu'il y a de bien dans les bateaux, c'est qu'il y a toujours plein de cartes. Et là, j'en ai trouvé une qui nous intéresse ce soir. C'est celle du golfe de Siam. Savez-vous que les liens entre la France et ces pays qui constituaient l'ancien royaume du Siam existent depuis des siècles? Une histoire commune, riche en rebondissements. « 6 heures. Tout est calme au château de Fontainebleau, quand soudain... Les cambrioleurs ont réussi à s'introduire dans le domaine en forçant 2 portes successives, ensuite en forçant une fenêtre du musée chinois, qui est pourtant un des lieux les plus sécurisés du château, mais on avait affaire à des gens très déterminés, très professionnels, que le déclenchement des alarmes n'a pas affolé du tout, qui ont pris leur temps, c'est-à-dire quelques minutes, qui savaient exactement les objets qu'ils voulaient emporter et qui sont partis avec. En 7 minutes, les cambrioleurs emportent 22 objets, aspergent tout le reste avec un extincteur pour faire disparaître leurs traces. Conservateur de ces salons chinois, décoré par l'impératrice Eugénie, Vincent de Roguet est catastrophé. Le joyau du musée a disparu. C'est vrai que c'est un objet précieux, évidemment, de par le métal précieux avec lequel il est fait. C'est de l'or émaillé, des petits diamants, des rubis, bien sûr. Mais c'est évidemment la charge symbolique et historique que ça représente. C'est-à-dire c'était la pièce maîtresse que l'impératrice avait voulu mettre au centre même de sa vitrine. Donc c'était le cœur de la collection. Disparue, cette couronne royale, l'emblème du royaume de Siam.
Pour comprendre l'importance de cette couronne, il faut revenir un siècle et demi en arrière. Le 28 juin 1861, dans la salle de bal du palais de Fontainebleau, Napoléon III et l'impératrice Eugénie reçoivent de bien étranges visiteurs. Le jour de l'ambassade, l'empereur et l'impératrice sont installés sur une estrade au fond de la salle, avec les grands officiers de la couronne et les grands dignitaires qui sont autour d'eux et qui sont massés également sur les côtés. Et là, le cérémonial oriental, le cérémonial de Siam, voulait qu'ils aillent jusqu'au trône impérial en rampant sur les genoux et sur les bras. Ce qui évidemment a créé un événement pour les Européens qui n'avaient jamais vu ça. Donc ça a été certainement assez acrobatique et ça a produit un effet très curieux dans cette salle, jugée comique par les Européens. Et sur ce tableau de Jérôme, on voit également sur les côtés les cadeaux qui sont disposés sur des tables et également la couronne de Siam qui était comme le symbole même de la présence du roi de Siam, puisque le nom de Mongkut que portait le roi de Siam signifie couronne. Qui est ce mystérieux roi de Siam qui règne au XIXe siècle sous le nom de Rama IV? Pourquoi de si somptueux cadeaux à la cour de France? Quel est ce mythique royaume de Siam, connu aujourd'hui sous le nom de Thaïlande? La couronne volée serait-elle rentrée au pays? Notre enquête commence à Bangkok, capitale de la Thaïlande, furieuse et trépidante. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin, 11 millions d'habitants, une mégalopole fourmilière. Les klongs, ces canaux, sont les seules voies de communication de la capitale sous le règne de Rama IV. Pratique aujourd'hui pour Robert Bougrain-Dubourg, qui échappe ainsi aux embouteillages. Restaurateur d'art, son atelier est au cœur de Bangkok. Fondateur de Restaurateurs sans frontières, il court au chevet de chefs-d'œuvre blessés dans le monde entier. Quand un coup de téléphone va bouleverser sa vie, ce sont les messagers du roi. Ils m'ont dit, Robert, le roi veut que vous veniez tout de suite pour restaurer 2 peintures. Je dis, non, mais moi, je travaille en France, je ne peux pas et tout. C'est le roi de Thaïlande, Robert. Donc moi, je n'avais pas vraiment pris conscience, comme la plupart des Occidentaux ici, on ne se rend pas très bien compte de l'importance. On a restauré ces 2 peintures pour le roi. Et ils appellent et ils disent « Robert, le roi regardait très très longtemps les peintures. Et il a souri. Vous devez venir maintenant et vous occuper de toute la collection de Sa Majesté le Roi. » Donc je suis venu là et puis c'était pour 6 mois. Ça fait 14 ans. Tu vois la taille des pinceaux, c'est quelques poils de cul là, oui. Désormais restaurateur officiel du palais, Robert a formé 15 jeunes artistes thaïs doués. Ensemble, ils restaurent les portraits de la famille royale, un privilège exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont le droit de circuler complètement dans le palais. Il se trouve que moi j'ai cette chance, et même quand je vais dans sa chambre, on me laisse aller dans sa chambre parce que ils savent que je respecterai totalement son intimité, quoi. Yes, we can give, put a little bit more precisely the point. Vous avez déjà vu la couronne? Alors, la couronne, non, jamais, parce qu'elle est protégée et maintenue dans des lieux spéciaux au Grand Palais et qu'en fait, on ne la voit pas, elle est cachée.
Voici Rama IV, un personnage extraordinaire. Donc pour moi, c'est le plus grand, c'est vraiment le plus grand, oui. Donc c'est pour ça que je suis content de pouvoir travailler dessus et le restaurer, quoi. Un roi révolutionnaire, il ouvre son royaume à de nouveaux horizons. Ce monarque éclairé va même conquérir Hollywood. Yul Brynner joue Rama IV, séduit les Européens sans perdre la tradition thaï, polygame, fier de ses 72 enfants. Deborah Carr is the English governess who dared treat him as an equal. When I shall sit, you shall sit. When I shall kneel, you shall kneel. Etc., etc., etc. Ce temple méconnu, voulu par Rama IV, recèle un trésor. Si le Bouddha y règne en maître, les fresques murales sont plus inattendues. Fasciné par l'Occident, le roi de Siam convertit les peintres thaïs à l'esthétique européenne. Pourtant, il n'a jamais quitté la Thaïlande. Il a passé 27 ans caché dans un monastère bouddhique. Rama IV était très éduqué. Il était bon au départ. Il avait donc du temps pour apprendre les langues étrangères. L'anglais, le français, le chinois. Rama IV est amusant parce qu'à un moment, il a une aparté avec un représentant occidental, jésuite, et lui dit, écoutez, oui, vous pouvez venir, vous pouvez vous installer, mais ce qui nous intéresse, nous les Thaïlandais, c'est pas que vous nous parliez de ce qu'il faut faire de bien dans la vie, parce que vous comprenez, nous avec le bouddhisme on le fait, mais si vous pouviez nous apprendre les mathématiques, l'astronomie, la langue anglaise, ça vraiment, ça nous intéresse beaucoup. Et votre mission ici, pour nous Thaïlandais, c'est ça. C'est pas, ne cherchez pas à nous convertir. On a tout ce qu'il faut chez nous. Construit au XIXe siècle, ce havre de paix au cœur de Bangkok est couvert d'or. Au centre du fronton, la couronne, emblème de la puissance royale. C'est alors l'apogée du royaume de Siam. La capitale fourmille d'explorateurs, d'aventuriers, de marchands européens. Habile, Rama IV ouvre son royaume aux étrangers, mais échappe au colonialisme. Le commerce est très important pour les Européens parce que c'est la période où ils vont développer un peu partout dans le monde la recherche de nouveaux produits et de nouvelles marchandises. Il est évident que c'est Rama IV, entre autres, qui va permettre le développement et l'ouverture au monde européen et occidental. Par précaution, il va donner des agréments à peu près identiques à toutes les nations, de façon à ne pas se retrouver sous le joug de l'une plutôt que de l'autre. Plumes de martin pêcheur, carapace de tortue, ivoire. Dans ce traité de 1856, le roi offre aux Français non seulement la liberté de commerce, mais aussi religieuse. Le royaume devient vite le plus grand marché d'Asie. Robert, lui, cherche du curcuma et autres épices magiques pour restaurer les fresques royales. En France, la cour s'émerveille devant le savoir-faire des batteurs d'or, des tisserands. Du teck, des céramiques, des lacs. À la fin du XIXe siècle, le plus petit de tous les royaumes d'Asie devient aussi le plus puissant.
Ces jeunes militaires de la marine royale reproduisent les battements d'ailes d'un oiseau. Chaque jour, pendant un an, ils s'entraînent pour un privilège rare qu'ils n'obtiendront peut-être jamais, ramer à bord de l'une de ces barges royales. Construite dans un seul tronc de teck, celle du roi est la plus grande pirogue au monde. Des vaisseaux aux proues ornés de divinités de la mythologie hindoue et bouddhique. Grand expert d'art d'Extrême-Orient, Jean-Michel Beurdelet ne manque aucune procession royale. Souvent le premier spectacle que découvraient les Français à leur arrivée en Siam. Bien, moi je ne les découvre pas, mais à chaque fois je suis ébloui aussi, oui. Les missionnaires ont trouvé ça d'un faste étonnant, et de voir comment ça pouvait flotter et naviguer, ça les séduisait, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, ces processions navales sont rares. Le cortège mobilise 52 barges, 2200 rameurs, bloque le fleuve sur des kilomètres. La dernière a eu lieu il y a 10 ans. Certains soldats ont l'occasion d'y participer, mais la plupart ne l'auront pas du tout. Car la procession a lieu seulement pour célébrer des occasions importantes, pour accueillir les invités royaux ou fêter les anniversaires du roi. Et justement, c'est son anniversaire. Pas de barge cette année, mais des vélos. Descendant de Rama IV, le roi actuel Rama IX, tout aussi vénéré par son peuple à 86 ans. Alors c'est le prince qui pédale. On les fête dans toute la Thaïlande, tous en jaune, la couleur des rois. Vive le prince! C'est pour l'amour du roi, notre père à tous. Vive le roi! C'est long, mais je suis déterminé. J'ai acheté ce vélo exprès pour cette occasion. Il est dans mon cœur. Rien que de parler de lui, je pleure. En coulisses, cet essaim de jeunes filles s'apprête pour le spectacle royal. On hallucine, partout, des couronnes. Celle de Fontainebleau serait-elle l'une d'entre elles? Demandons au restaurateur du roi et à son ami l'expert. Vous voyez, il y a des couvre-nuques et la couronne qui a été volée à Fontainebleau a aussi ce couvre-nuque. De moins bonne qualité, mais dans le même esprit, bien sûr, oui. Peut-on retrouver en Thaïlande la couronne volée? Je pense que c'est absolument invendable, à moins que, si on est un peu dans l'extravagance des pensées ici, quelqu'un l'ait volé pour acquérir la puissance du roi, Rama IV. Ça, c'est ce que certains Thaïs pensent. Ça ne rentre pas. C'est lourd. Ça fait mal. Cette parure est sacrée parce que c'est une réplique de la couronne royale. Il ne faut jamais oublier que lorsqu'on la porte, on doit bien se comporter. On devient des anges. Pas de couronne, mais un casque de vélo pour le prince, devant lequel ces Siamois se prosternent toujours.
ne badine pas avec le cône. 4 longues heures de cette danse traditionnelle s'achèvent enfin par un feu d'artifice dédié au roi. Le Chao Phraya, en français le Seigneur des eaux, la vie. Le fleuve traverse la capitale, serpente dans le pays sur 350 km. Après 32 ans à Saint-Germain-des-Prés, l'antiquaire a vendu sa galerie. À Bangkok, son port d'attache, il aime naviguer sur sa barge qui autrefois transportait du riz, au milieu des bateaux-bus bondés d'écoliers, de bonzes, d'hommes d'affaires pressés. Là, la ville se réveille, mais parfois il arrive que, surtout à cet endroit, il y ait des vagues de 1 mètre de haut, tellement qu'il y a de trafic dans tous les sens. La voie royale, longtemps le seul moyen d'échange pour les navires marchands étrangers. Au XIXe siècle, seules ces maisons de bois et quelques temples bordent des marécages. On arrive au temple de Bampain. Bampain, c'est le palais d'été du roi. Et donc, ils ont fait un phare occidental de la même façon qu'ils ont fait l'église néo-gothique. Au milieu des manguiers émerge le Petit Versailles, un mélange sans complexe d'influences européennes et de traditions thaï. À la demande du prince, Robert a en charge sa restauration complète. Nous sommes à contre-courant, mais la marée est plus forte que le courant. Et nous avons un remorqueur qui est en train de faire l'opération du virage, qui est assez difficile à prendre et qui est gêné par ces jacinthes d'eau qui se prennent un peu dans les hélices. C'est extraordinaire, non? Ça pousse. Remontons à contre-courant le cours de l'histoire jusqu'au XVIIe siècle. Le royaume de Siam s'étend alors aussi sur l'actuel Cambodge, le Laos, la Birmanie. Cap sur Ayutthaya, l'ancienne capitale. Quand les Français arrivent par le fleuve, après plus de 7 mois de mer depuis Brest, ils découvrent cette Venise de l'Orient, stupéfaits. C'est l'église Saint-Joseph. Construite au XVIIe siècle, cette église témoigne du désir du roi de Siam de bien accueillir ces voyageurs étrangers. Les pères jésuites, lorsqu'ils sont allés à Versailles et demandé à Louis XIV de faire une ambassade pour Ayutthaya, on dit, vous vous rendez compte, le roi a fait construire une église, donc il va peut-être se convertir. Mais ils ont évidemment omis de dire que le roi avait fait construire des mosquées aussi. Louis XIV envoie une première ambassade française en Orient en 1685. Le roi Soleil a de grandes ambitions. Il rêve de coloniser le pays de l'éléphant blanc. Fasciné par la richesse de la capitale, Ayutthaya compte alors 400 temples et 2000 bouddhas d'or. Ces gigantesques tours, des prangs, donnent une idée de la splendeur passée de la cité. Considéré comme le centre de l'univers, ce temple est érigé pour montrer l'immense pouvoir du roi de Siam. On est sur une île, on a des remparts tout autour. La brique est recouverte
d'enduit, enduit blanc, mortier, de chaux. Et puis sur ces mortiers de chaux, on a en plus de la dorure. Alors, il est évident que les gens qui arrivent de l'extérieur, les ambassadeurs français, enfin tout le monde, est absolument émerveillé d'arriver sur cet espace qui brille de partout, étincelle, enfin c'est la magnificence absolue. Pillée, rasée par les Birmans en 1757, l'ancienne cité des Anges n'est plus aujourd'hui qu'un somptueux champ de ruines. On choisit une nouvelle capitale, Bangkok. Le Siam se ferme alors à l'Occident pour 150 ans, un cruel mirage pour le roi Soleil. Sur la piste d'or de la couronne, on a rencontré Arine. L'objet vénéré est au cœur de l'œuvre de cet artiste contemporain. Seul un artisan de sang royal a pu fabriquer pour lui cette copie, l'arrière-petite-fille de Rama IV. Si cette couronne était dans la même matière que l'original, ce serait un casse-tête, car il faudrait travailler de l'or pur. J'ai jamais vu l'original. Je ne l'ai vu qu'en photo. Et vous savez qu'en France, elle a été volée? Oui, bien sûr. Le vol de la couronne à Fontainebleau a fait grand bruit en Thaïlande et ému tous les Siamois. La seule vraie couronne appartenait à Rama IV. Il a demandé de faire une copie qu'il a offerte à Napoléon III en 1861. C'était une façon de lui montrer qu'il le traitait d'égal à égal en quelque sorte. Mais la véritable couronne, en fait, il devait la transmettre à son héritier. Arine et sa couronne ont fait le tour d'Europe, mais pas de la Thaïlande. Nous n'avons pas encore exposé en Thaïlande, parce que c'est un sujet très sensible de parler du roi, et que cet objet représente l'emblème le plus sacré du roi et de la monarchie. Retour dans l'agitation de Bangkok. Dans l'enceinte du palais royal, ces gardes veillent sur un pavillon à l'écart des foules interdit aux touristes. La couronne est là, à l'abri des regards dans les appartements privés du roi. Pas question de la voir. Ce serait formidable si on pouvait voir la couronne. Et c'est pour cette raison que j'ai dû aller à Fontainebleau. Mais elle a été volée. Oui, mais je l'ai vue juste avant le vol. En fait, nous étions le dernier groupe à l'avoir vue. Un temps suspecté, vite innocenté, Arine a filmé, scanné la coiffe royale pour son exposition. Ce sont les dernières images de la couronne avant le vol. Au château de Fontainebleau, 4 mois après le saccage, le musée chinois réouvre au public. Son conservateur se console comme il peut. La couronne, qui nous a malheureusement été dérobée dans la nuit du 1er mars dernier, a voyagé depuis le Siam dans cet énorme écrin en lac qui est lui-même une œuvre d'art. Vraisemblablement, tant que la couronne ne sera pas retrouvée, et j'espère qu'elle sera retrouvée le plus vite possible, nous placerons cet étui dans la grande vitrine pour donner une idée de la forme de la couronne et pour rappeler sa présence. Patience, ces pièces invendables finissent toujours, selon les experts, par réapparaître. Les musées ont l'éternité devant eux. Depuis plusieurs années, les îles thaïlandaises sont prises d'assaut par les mordus d'escalade. À l'ouest de Krabi, Ao Nang est devenue la Mecque tropicale de la grimpe. Ici, plus de 700 voies ont été aménagées sur les vestiges de ce qui était, il y a des millions d'années, le plus grand récif corallien au monde. Un paradis de l'escalade et une chance pour les Thaïlandais comme Tik, un ancien pêcheur, qui gère aujourd'hui son propre club.
Je dois pratiquer encore plus pour être plus fort et meilleur grimpeur. Actuellement, je m'en sors pas mal, j'essaye de faire de mon mieux. L'escalade, c'est la liberté. Come on, Lando! What? Yeah! En Thaïlande, il n'y a pas que les panoramas qui sont à couper le souffle. Il y a aussi sa cuisine qui ravit depuis des siècles les palais les plus fins. Ici, on raffole de la méduse, on la mange à toutes les sauces. Et c'est aussi très bon pour l'économie locale. Nous sommes à Badan Saiko, un petit village de la côte ouest, loin des circuits touristiques. Tu peux décrocher la corde? Allez, on allume le moteur. La méduse prolifère dans ces eaux. Et Laure, pêcheur endurci et malicieux, ne veut pas en rater une. Un bateau à moteur maniable, une épuisette, de bons yeux, c'est à peu près tout ce que Laure et sa fille Duen possèdent. Et aujourd'hui, ils n'ont besoin de rien de plus. Il y a beaucoup de méduses? Pas trop. Combien vous en avez attrapé? Juste quelques-unes. Il est 6 h du matin, la chasse commence. Ralentis! Il faut être vigilant et vaillant pour remonter à chaque fois une dizaine de kilos. Il faut aussi être un peu écolo. Je ne choisis pas. Dès que j'en vois une, je l'attrape. Sauf quand on en a déjà beaucoup, là, on ne prend que les petites. Et je relâche les plus grandes pour qu'elles pondent leurs œufs. Ralentis! Dans ce bout de mer, pas un seul poisson, mais une eau très trouble. Et ces méduses qui viennent coloniser les fonds à chaque hiver, 4 mois par an. Mais ici, personne ne s'en plaint. On s'accommode même de leurs piqûres, les pieds dans une mare qui brûlerait la peau de n'importe quel touriste occidental. Au tout début, je ne pouvais pas les toucher. Ça me faisait des plaques sur les mains. Maintenant, ça me fait plus rien. Je peux même m'asseoir dedans. Allez, c'est fini. Oh, et puis non. Encore quelques-unes. Duen a un peu de mal à renoncer à des proies si faciles. Mais attention à ne pas trop charger la barque. La toxine des méduses a déjà rongé la coque. Ça, c'est de la corde. Elle sert à imperméabiliser les planches du bateau. Si on ne l'entretient pas, les méduses rongent la corde et ça s'effiloche. Comme ça, regardez. Voilà ce que les méduses peuvent provoquer si on ne fait rien. Et le bateau peut couler. La pêche à la méduse, c'est dangereux. Par exemple, quand on va près des embouchures, on peut couler parce qu'il y a du courant, que ça remue et que nous sommes lourds. Et on ne peut pas rester à faire du surplace. En même temps, pour que ce soit rentable, il faut qu'on remplisse le bateau. Entre sécurité et rentabilité, Laure et Duen ont choisi. Ils rentrent la barque pleine après 3 heures passées en mer. Les autres pêcheurs, eux, ont déjà regagné la berge pour repartir au plus vite. Vous en avez pêché combien? 500. Vous êtes allé où? Pas loin de la montagne. Tout le village se mobilise pour décharger la marchandise. La méduse se vend à la pièce, 5 centimes d'euros l'unité. Un bon jour, c'est 1000 méduses attrapées, soit 50 euros. 92, 93, 94... Ça en fait déjà beaucoup. Rapporté au mois, c'est une petite fortune, mais ça ne dure au plus que 4 mois par an.
Ici, dès qu'on parle de méduses, on a le sourire, parce que c'est ce qui nous fait gagner de l'argent, à coup sûr. On en oublie même les piqûres. On est prêt à les supporter. On veut aller les pêcher à tout prix. La pêche à la méduse, c'est comme si tu allais pêcher directement des pièces d'argent dans l'eau. C'est un gain sûr que tu empoches cash, le jour même. Alors que si l'on pêchait autre chose, il faudrait investir. Les filets coûtent une fortune. Il faut les renouveler sans arrêt. Ça demande pas mal d'argent. Pour tous ici, la méduse est plus rentable que le calamar ou le crabe. Mais avant d'être consommée, la méduse, elle, doit être transformée. Les villageois ont donc bâti leur propre usine. La tête est d'abord séparée des pieds. Puis le tout sèche plusieurs jours dans ces bassins saupoudrés de sel et de poudre d'alun, un antiseptique naturel. En une semaine, la méduse a perdu toute son eau, c'est-à-dire plus de 95% de son poids. En cette saison, le chantier occupe presque tous les villageois, même les enfants. Tous ici sont aux ordres de Madame Jetta. C'est elle la patronne du chantier. Il y a plein de méduses qui sont tombées par terre. Pourquoi vous ne les avez pas ramassées? C'est pas possible. C'est Madame Jetta qui a investi dans l'affaire. Et son plus grand regret, comme tous ici, c'est qu'il n'y ait pas davantage de méduses. Certaines années, on a beaucoup de méduses. D'autres années, très peu. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Est-ce que vous craignez qu'un jour, les méduses disparaissent complètement des océans? Bien sûr que ça m'inquiète. Ici, dans tous les villages de la côte, personne ne comprend que la méduse répugne aux Occidentaux et qu'elle n'atterrisse pas dans leurs assiettes. Dans la région, on en trouve dans tous les restaurants de quartier. Madame Wana en a même fait sa spécialité. Elle a ouvert son auberge il y a 8 ans et elle en propose à toutes les sauces, frites, ébouillantées ou en salade. C'est la bonne adresse du quartier, on se la repasse par bouche à oreille. Le plat préféré des clients, c'est la méduse au sésame que Madame Wana accommode en quelques minutes à peine. Petit secret de préparation en direct. Une cuillère à café de sucre. Une cuillère à soupe de sauce d'huître pour donner un petit goût salé. Une cuillère de sauce de soja pour équilibrer le tout. Et aussi un peu d'huile de sésame pour parfumer. En plus, c'est bon pour le cœur. Pour finir, on décore avec des piments rouges. Ça va mettre de la couleur. Et voici les méduses à l'huile de sésame. Les fidèles de Madame Wana en redemandent. Ils prêtent à la méduse toutes sortes de vertus. Ces bras de méduse, ils sont vraiment excellents. La méduse, ça a plein de qualités. On dit que ça guérit de nombreuses maladies et que c'est bon pour les articulations. La méduse, c'est bon pour la santé. Et ça s'exporte. À Ranong, le chef-lieu de la région, il y a même le premier exportateur de méduses de Thaïlande. C'est aussi l'un des plus gros employeurs de la ville. 200 ouvriers permanents, plus de 1000 tonnes de méduses traitées chaque année. Discipline, propreté, minutie, on ne plaisante pas avec le règlement. Ici, le patron, c'est monsieur Theo Gansun. C'est lui qui fait régner l'ordre. Cet homme d'affaires venu tout droit de Malaisie négocie aux 4 coins du monde. Il se pique de fournir aux clients une denrée irréprochable. Les méduses qui arrivent des villages de pêcheurs sont passées au peigne fin.
Faites attention, il ne faut pas laisser passer ça. Vous devez retirer toutes ces petites impuretés jusqu'à ce que ce soit parfaitement propre. Nous sommes ici dans la salle du premier contrôle, là où nous repérons s'il y a des corps étrangers. Ces employés retirent toutes les impuretés situées à la surface de la méduse. Ça peut être des algues, du sable, des débris de la mer ou des choses visqueuses qui proviennent de la terre. Une fois nettoyées, les galettes sont découpées en tranches puis en lanières. Une précision millimétrique. On mesure la longueur du morceau de manière à ce que ce soit pratique pour le consommateur. C'est-à-dire que ce soit facile à mettre dans la bouche, à mâcher, à manger. Certains préfèrent 5 cm, 6 cm, 8 cm. Mais quel est donc ce client aussi pointilleux? C'est le consommateur japonais. Il achète à Théo 80% de sa production et lui impose toutes ses doléances. Au Japon, les exigences en termes d'hygiène, de propreté sont très strictes. La couleur, la consistance, la forme, tout ça c'est primordial sur le marché japonais. On dit là-bas qu'on mange d'abord avec les yeux. Autrefois, les Japonais faisaient eux-mêmes ce travail dans leur pays. Mais la méduse aussi connaît la mondialisation. Ici, les employés, la plupart immigrés des pays voisins, sont bien moins chers que les ouvriers nippons. La ressource, elle aussi, est mondialisée. Théo stocke dans une chambre froide des méduses de presque toutes les mers du globe. États-Unis, Inde, Sri Lanka, Mexique, Birmanie. 30 tonnes de méduses qui attendent la prochaine commande. Ça, c'est une méduse mexicaine. La taille est petite, mais elle est très ferme, très solide. C'est un produit de qualité supérieure. Ça se voit à quoi? Parce qu'elle a une très bonne texture. Elle est ferme, mais facile à mâcher. Et quel est son prix? Pardon? Quel est son prix? Son prix, c'est à peu près 3 fois plus que les méduses d'ici. Des méduses, il y en a 1000 espèces dans le monde. Pourtant, seule une dizaine sont commercialisées. Simple affaire de protéines et de gros sous. La plupart des méduses sont comestibles, à part celles qui ont des toxines. Certaines méduses sont comestibles, mais elles ne sont pas rentables économiquement. Ce qui fait la différence, c'est la teneur en protéines. Certaines méduses ont une teneur très faible en protéines. Avec celle-ci, le profit serait bien trop faible. Théo est un homme d'affaires redoutable et toujours plein de projets. Son rêve, faire découvrir aux Occidentaux le goût de la méduse. En salade ou en apéritif, pour lui, tout est affaire de mode. Il pense déjà marketing et gros profit. On pourrait faire une percée sur le marché occidental. Cela augmenterait notre valeur de marché de plusieurs centaines de pourcents. Le problème, c'est que le mot méduse n'est pas très appétissant. Il ne donne pas une impression très positive, avec tous les problèmes dans la mer que les baigneurs connaissent, les piqûres et tout ça. Je suppose qu'il faudrait trouver un nom plus acceptable, un nom plus neutre. Retour à Badan Saiko, le village des pêcheurs de méduses, le village de Duen et son père Laure. La saison des méduses est bientôt terminée. Laure se dépêche de rafraîchir son bateau pour retourner en mer. Au menu à la maison ce soir, c'est méduses, en salade et en fondue. On met de l'ail, juste une gousse. Duen a suivi les recettes apprises auprès de son père. Lui refait le monde avec ses amis. Il rêve de se mettre à leur compte, de prospérer grâce à la méduse.
Alors aujourd'hui, vous les avez vendues à combien vos méduses? 3 bahts. Et vous vous en sortez? Si le prix est trop bas, nous on s'en sort pas. Il faut vraiment arriver à les vendre là où c'est plus cher. Le cycle de la mer, c'est un cycle complet. Si les méduses sont là, on prendra des méduses. Si les crabes sont là, on prendra des crabes. C'est pareil avec les calamars ou les crevettes. C'est le cycle de la vie, c'est comme ça. Nous prenons ce que la mer nous donne. En Occident, on peste contre les méduses l'été au bord des plages. Ici, c'est la nature qui dicte ses lois. Alors, à Badan Saiko, comme dans les autres villages de la côte, tous attendent leur apparition chaque année, presque comme une bénédiction. J'espère que cette navigation entre mer d'Andaman et le golfe de Siam vous a permis de porter un autre regard sur cette région du monde. Toute la rédaction vous remercie de votre fidélité. À bientôt et bon vent! Votre magazine vous a été présenté par April International, l'assurance de votre santé à l'étranger.